Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre troisième webinaire sur le thème de l'accès aux soins des personnes sourdes et malentendants en France. Ce webinaire a été rendu possible grâce à notre mécène, la Fondation Handicap Malakoff Humanis, la Fondation OVE et la DGCS qui finance Surdie Info Service. Donc, le format de ce webinaire sera une table ronde avec la participation de personnes concernées, de professionnels, de membres associatifs. Donc, il y aura une partie questions-réponses qui sera sur le dernier quart d'heure, entre 18h45 et 19h. La durée du webinaire est d'1h30. Donc, toutes les personnes ont leur micro coupé. Pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat. On fera un petit point et un petit bilan de quelques questions auxquelles on tâchera de répondre avec nos invités du webinaire. Alors, Pardon, je me permets d'intervenir. Je crois que Sophie Jacquel fait des signes désespérés. Il doit y avoir un problème avec la traduction. Ah, vous ne pouvez pas suivre. Il faudrait que l'interprète soit sur un plus grand écran, c'est ça? Ou pour Jérôme, est-ce que vous pourriez agrandir l'interprète? C'est peut-être à Sophie Jacquel de se mettre en mode affichage intervenant, je pense. C'est Benoît Mongourdin qui parle, hein, pardon. Oui. Alors, ce que je propose, c'est on donne la parole tout de suite à Madame Jacquel. Donc, Madame Jacquel de l'AMPES, je vous laisserai vous présenter, Madame Jacquel. Donc, Madame Jacquel fait partie de notre comité de pilotage et nous lui avons demandé d'intervenir pour parler de l'accès aux soins des personnes sourdes et malentendantes. Et elle nous fait le plaisir de pouvoir nous livrer son témoignage. Donc, Madame Jacquel, vous avez 8 minutes pour apporter les témoignages. Ce n'est pas moi, c'est ma collègue. Jérôme, tu as mis Madame Jacquin, du coup, et pas Madame Jacquel, du Est-ce coup. que je me présente, du coup? Ah, voilà. Madame Jacquel, vous êtes sur grand écran, là. Oui. Est-ce que l'interprète me voit bien? Oui, c'est bon. C'est tout bon. Merci. Bonjour à vous. Je vous remercie pour l'invitation qui me permet de participer à ce webinaire. Je vais apporter mon témoignage. Je suis secrétaire de l'Association nationale des parents d'enfants sourds. Nous avons plusieurs antennes en France. C'est une association militante pour l'éducation bilingue français écrit et langue des signes française. Je viens livrer ici mon témoignage sur l'accès aux soins pour les personnes sourdes.
que ce soit adultes ou enfants sourds. Il y a une vraie évolution en ce qui concerne l'accessibilité. Il y a encore des choses à faire. Tout n'est pas fluide sur tout le territoire. On se retrouve parfois bloqué face aux médecins. C'est vrai que les personnes sourdes préféraient être avec des médecins signants pour être directement dans leur langue sans passer par le truchement d'un interprète qui est tout de même une tierce personne en présence pour parler des thèmes de santé et qui peut être gênant. Tout n'est pas simple en ce qui concerne l'adaptation, le soin à la santé pour les enfants et pour les adultes. Parfois, on passe par des éléments visuels, du codage, du mime, par des supports un petit peu bricolés pour proposer un accès, ce qui n'est pas toujours satisfaisant. Et le problème concerne les enfants entendants de parents sourds. Souvent, on passe par l'enfant pour rendre la consultation accessible. Et les sourds ont nettement besoin d'explications. Bien souvent, les informations sont tronquées et les personnes sourdes n'ont pas toute l'information qu'elles devraient avoir. Donc le militantisme est encore bien présent pour demander l'accessibilité et ce n'est vraiment pas simple. Les personnes sourdes sont souvent face à des professionnels différents, ce qui complique aussi la tâche. Par rapport aux enfants, je suis moi-même mère d'un enfant qui a un spectre autistique. Et c'est vrai que je me retrouve dans un parcours de soins compliqué, auquel il faut penser à l'accessibilité. C'est à moi-même, je me retrouve à faire la médiatrice, justement pour gérer les soins de mon enfant et ce n'est pas du tout facile. Il faut discuter avec les médecins. Aux urgences, c'est assez compliqué parce qu'on doit répondre rapidement aux questions qu'on nous pose. On a un problème de communication. C'est vraiment le gros point noir. On doit faire des efforts. Alors, les médecins font aussi des efforts, mais bien souvent, on nous dit qu'on n'a pas le temps, qu'il faut aller vite et ça génère beaucoup, beaucoup d'angoisse. Ce dont on a besoin, c'est que les médecins apprennent la langue des signes, qu'on utilise des éléments visuels, qu'on passe par le dessin, qu'on prenne le temps lors des consultations d'expliquer ce qui se passe, de ne pas se focaliser sur l'oreille. Il faut se dire aussi qu'on est en manque d'informations générales et ça doit être pallié pendant les consultations. Il faut vraiment prendre le temps de rajouter des informations et des explications pour que tout soit clair pour les personnes sourdes. Parce qu'on se retrouve parfois dans des situations bloquées. Ça arrive par exemple pour mon fils, on a été aux urgences à l'hôpital, on avait un défaut de communication, et mon fils avait besoin de soins et ça a été compliqué. Alors, on a trouvé des solutions, mais c'est loin d'être encore fluide. Donc là, j'apporte mon témoignage, mais il y a pas plein de témoins sourds qui relèvent ces mêmes informations. Donc on est toujours en train d'expliquer que les soins, ce n'est pas fluide, ce n'est pas facile, il faut souvent aller vite, l'accessibilité est importante et ça, c'est une urgence. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications? Très bien. Merci que c'est bon beaucoup, pour vous? Madame Jacquel, pour ce témoignage, double témoignage, à la fois en tant que maman d'enfant et aussi en tant que secrétaire de l'ANPES. Merci beaucoup. Nous allons donner maintenant la parole à Monsieur Benoît Mongourdin, donc médecin, personne experte dans l'accès aux soins des personnes sourdes et malentendantes. Monsieur Mongourdin, je vous laisse 8 minutes. Je les prends. Merci. Je vais juste mettre mon timer comme ça. Voilà, voilà, c'est parti pour 8 minutes.
Voilà, donc moi je suis Benoît Mongourdin, je suis médecin à l'hôpital de Grenoble et je suis responsable de l'unité Rhône-Alpes d'accueil et de soins pour les sourds, qui est une des toutes premières qui s'est mise en place en France. Donc la Salpêtrière, c'était la première unité expérimentale et la première unité en région, c'était Grenoble, donc qui a été financée en 2001. Donc on a quelques années de recul et d'expérience. Et on était sur la question de l'accès aux soins avant la mise en place des unités était un problème de santé publique complètement méconnu. C'était un problème pas du tout identifié et je vois toujours Sophie qui est en panne de traduction à l'ESF. Bon, je vais poursuivre quand même. Euh, euh, la question de l'accès aux soins des sourds, c'était quelque chose qui n'était pas vécu comme un problème, c'était quelque chose qui n'était absolument pas identifié jusqu'au milieu des années 90 avec la création de la première unité qui était la Salpêtrière à Paris. Sur le détail du fonctionnement, de la composition, de l'historique des unités, Vincent Gauthier interviendra tout à l'heure, donc il vous donnera tous ces détails. Mais sur le plan général, en fait, il y a eu un peu un changement de paradigme. C'est-à-dire que la surdité était et encore actuellement très largement considérée comme un handicap de communication, c'est-à-dire que les sourds ont un problème de communication. En fait, cette approche-là, en termes d'accès aux soins pour les sourds, ne fonctionnait pas et n'a pas fonctionné. On le voit très bien en termes de recrutement, c'est-à-dire qu'il y avait très très peu, quand c'était les médecins qui jugeaient si les patients avaient besoin de langue des signes ou pas, il y avait en fait très peu de demandes à la Salpêtrière. Et à partir du moment où on a mis en place des moyens directement en langue des signes, en fait, la demande a complètement flambé, c'est-à-dire qu'elle s'est révélée. Et à cette occasion, on a découvert qu'il y avait un problème de santé publique en France, c'est-à-dire qu'une partie de la population française était mal soignée, ce sont les sourds, ou pas soignés, ou exclus des soins, etc. Alors, on était parti sur un certain nombre d'hypothèses, et en fait, ces hypothèses ont été largement vérifiées et confirmées par la pratique de terrain. Et donc, ces hypothèses, c'était des principes de base. Le premier, c'était ce qu'on appelle le transfert de l'exigence linguistique. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout une approche pour savoir si le patient entend bien ou s'il n'entend pas bien. La question qu'on se pose, c'est dans quelle langue doivent se dérouler les soins, c'est-à-dire dans quelle langue le patient va être le plus à l'aise. Ce n'est pas de savoir si il peut oraliser où il est seulement signeur, et puis s'il peut oraliser, on va passer par le français, c'est que la totalité des sourds sont capables d'oraliser à des niveaux différents et ont une maîtrise du français variable, mais ont tous un accès au français. La question, c'est dans quelle langue le patient va-t-il être le plus à l'aise? Et à ce moment-là, si c'est le français, quand on pose la question linguistique, eh ben, on va y aller en français, puis on va adapter. C'est la lecture labiale, on passe par l'écrit, etc. Si c'est la langue des signes, ça veut dire que l'exigence qui reposait sur les épaules du patient jusqu'alors, qui était de s'adapter à la langue du système de soins, va reposer maintenant sur les épaules du professionnel qui est en responsabilité d'utiliser la langue des signes. Ça veut dire être capable de faire son métier en langue des signes, c'est-à-dire je suis médecin, il faut que j'ai un niveau de langue des signes qui me permette de pouvoir expliquer les complications potentielles d'une coloscopie, d'accompagner une femme sur un dépistage prénatal de la trisomie, d'annoncer une séropositivité, par exemple HIV, ou d'accompagner une personne en fin de vie, etc. Donc c'est un niveau d'exigence très haut, et ce niveau d'exigence repose sur les épaules des professionnels et du système de soins. Donc, c'est un transfert d'exigence linguistique, c'est le premier principe. On se pose une question linguistique et on y répond avec des compétences professionnelles. Le deuxième pilier de l'accès aux soins, c'est que si on s'adresse à un public sourd,
l'équipe de professionnels doit impérativement être composée de professionnels sourds et de professionnels entendants qui travaillent ensemble. Pour tout un tas de raisons, je pense que Vincent, tu pourras le détailler, mais c'est un incontournable, c'est-à-dire qu'on peut avoir une équipe de professionnels entendants qui ont tous un excellent niveau de langue des signes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas de manière optimale. Il faut qu'on puisse travailler dans une équipe entre professionnels sourds et professionnels entendants. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la langue de travail devient la langue des signes. C'est-à-dire qu'on est capable, nous les entendants, de travailler en français, mais on est aussi capable de travailler en langue des signes à haut niveau, et c'est ça qui va permettre l'accès aux soins. Après, ça se décline aussi sur le plan de l'exigence professionnelle. C'est-à-dire que ce respect de la différence linguistique et culturelle au sens large, c'est-à-dire que je suis sourd, je n'ai pas la même histoire, la communauté sourde a une histoire, je n'ai pas le même vécu, je n'ai pas les mêmes éprouvés sociaux, je n'ai pas les mêmes relations, je n'ai pas la même histoire familiale que si j'étais entendant, etc. Cette prise en compte-là est aussi très importante. Et c'est vraiment la prise en compte avec ces portes d'entrée linguistiques et culturelles qui vont permettre de faire du bon soin. Et ça, c'est impérativement intégré à l'acte de soin. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, moi je suis médecin, j'ai une technique médicale, je l'applique. Après, la langue des signes, l'accessibilité linguistique, tout ça, c'est en plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, pas du tout. C'est-à-dire que si on n'a pas d'accessibilité linguistique et culturelle, on ne peut pas faire de soins de qualité. Donc, on professionnalise la question de la communication. Hors de question de faire appel à des bénévoles, hors de question de faire appel à des aidants familiaux. C'est pas parce qu'on est sourd qu'on a besoin d'aidants familiaux. On peut avoir besoin d'un aidant familial parce qu'on est polyhandicapé, pour tout un tas de raisons, au même titre que les entendants. Mais le fait d'être sourd, la question linguistique ne justifie pas absolument pas la présence d'un aidant. Donc, c'est toujours de la responsabilité du monde professionnel d'assurer cette adaptation linguistique et culturelle et qui donc est confiée à des professionnels. C'est-à-dire que la traduction est confiée à des interprètes professionnels, donc c'est un Bac+5, Master 2 pour des interprètes, et à des professionnels qui sont passeurs de culture, qui sont obligatoirement des professionnels sourds et qui sont spécifiquement formés, ce que nous, on appelle des intermédiateurs. Voilà. Donc, la porte d'entrée dans l'accès aux soins, elle se pose non pas sur la question de l'audition, absolument pas. C'est-à-dire que c'est un problème qui peut être traité, qui est certes très, très intéressant et tout à fait médical, mais qui par contre n'intervient pas dans le registre de l'accès aux soins. Ce n'est pas en améliorant l'audition qu'on améliore l'accès aux soins, c'est en prenant en compte une approche, une spécificité linguistique et en prenant en compte une différence et une connaissance du contexte culturel qu'on arrive à lever les obstacles d'accès aux soins. Voilà un petit peu les principes généraux. C'est vraiment fondamental parce que si on n'a pas ces deux principes et le principe de la professionnalisation de la communication, ça ne fonctionne pas. Et on le voit très bien au niveau des unités, simplement le fait d'avoir mis en place des unités qui répondent à ces besoins-là, c'est-à-dire d'avoir mis en place des moyens, eh ben, on a réussi à mettre en visibilité un problème de santé publique qui est très, très vaste. Et il y a, bon, Vincent vous le dira, mais il y a plus d'une vingtaine d'unités en France. On est encore très, très, très loin de répondre aux besoins. On est tous submergés par les demandes, on a des délais pas possibles. Et puis, on recherche des professionnels. On est sur des métiers qui sont des métiers en tension. On cherche des professionnels sourds. C'est un tel parcours du combattant pour un sourd d'avoir une scolarité et de faire des études supérieures qu'on a encore en France très, très insuffisamment des professionnels sourds qualifiés, alors que c'est une plus-value majeure puisqu'on en a besoin dans ce type de structure. Et ces principes, on se rend compte en travaillant avec de très nombreux partenaires que ces principes d'accessibilité, donc linguistique et culturelle, sont tout à fait transposables à tout un tas d'autres domaines d'activité, c'est-à-dire dans le domaine de la justice, qui est encore très, très à la ramasse par rapport à l'accessibilité, dans le domaine du travail social, dans le domaine culturel, etc. C'est-à-dire qu'on
on va dire que les unités d'accueil de soins pour les sourds, c'est-à-dire au travers de l'accès aux soins et de l'adaptation du parcours de soins du patient sourd, ont mis en évidence et ont mis sur scène les principes à appliquer en termes d'accessibilité universelle, et c'est tout à fait applicable à tout un tas d'autres domaines. Voilà, je pense avoir tenu à peu près dans le temps imparti. Merci beaucoup, Monsieur Mongourdin, pour toutes ces explications qui étaient très claires. Nous avons des petits soucis techniques quant à l'interprète. On essaye de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible, mais là, on est dans l'impossibilité de montrer les interprètes pour l'instant. Nous allons passer à l'intervention suivante. Donc, ce sera l'intervention de la filière sans gêne et Marilyn Oswald, chef de projet. Avant d'avoir son intervention, nous allons vous montrer une vidéo, donc la vidéo de Sans gêne, sur comment bien communiquer avec une personne sourde malentendante en milieu hospitalier ou aux urgences. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la surdité est loin d'être rare. Elle est très souvent invisible et mal connue. Par exemple, il y a différentes formes de surdité et différentes aides auditives. Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent communiquer par différents moyens. En langue des signes française, en langue française parlée complétée, à l'oral en s'aidant de la lecture labiale ou en utilisant l'écrit. Pour bien accueillir ces patients et garantir leur accès aux soins, c'est à nous, professionnels de santé, d'être attentifs et de nous adapter. Pour accueillir une patiente ou un patient sourd ou malentendant, il y a 2 choses très simples à garder à l'esprit. Être sourd ne signifie pas être muet, et ce n'est pas parce que quelqu'un parle et semble vous entendre qu'il vous a parfaitement compris. Si votre établissement est équipé d'une boucle magnétique, faites-le savoir à la personne à son arrivée. Soyez patient, expressif, naturel, et n'hésitez pas à prévenir vos collègues. En venant chercher le patient en salle d'attente, n'oubliez pas qu'il n'entendra pas forcément que vous l'appelez. Rassurez-le en établissant un contact visuel avant de lui parler. Lors d'une consultation sans interprète ni codeur, vous pouvez adopter ces bonnes pratiques. Restez bien en face du patient, regardez-le, ne cachez pas votre bouche et ne soyez pas à contre-jour. Parlez naturellement, prenez votre temps. Vous pouvez aussi écrire ou faire des gestes. Et surtout, pensez à adapter votre discours, à le simplifier et à le reformuler si besoin. Pour vous assurer que la personne a tout compris, proposez-lui de vous dire ce qu'elle a retenu ou de vous poser des questions en reprenant les différents points abordés. Gardez à l'esprit que pour une personne sourde ou malentendante, communiquer en milieu entendant est fatigant. Après la consultation, vous pouvez envoyer une transcription écrite des résultats. Enfin, proposez, si c'est possible, les prises de rendez-vous par SMS, par Internet ou par téléphone. Parfois, un interprète LSF ou un codeur en LFPC est nécessaire. Soumis au secret médical, ils permettent à chacun, patient et médecin, de se comprendre mutuellement. Pendant ces consultations, placez toujours l'interprète ou le codeur à côté de vous et regardez votre patient. Laissez du temps à la traduction et prévoyez si besoin une consultation plus longue. Assurez-vous d'être compris par la personne, car le rôle de l'interprète ou du codeur n'est pas d'expliquer, mais uniquement de traduire. C'est la différence avec un intermédiateur dont le rôle est de s'assurer que tous les échanges sont compris. En cas d'examen ou de consultation, la personne peut avoir enlevé ses appareils ou ses implants. Entrez tranquillement dans son champ de vision pour ne pas la surprendre, ou faites clignoter l'interrupteur. Pour une personne sourde ou malentendante, contacter les secours ou se rendre aux urgences peut être source d'inquiétude. Le numéro 114, numéro d'appel d'urgence pour les sourds et malentendants, permet aux personnes qui ne peuvent pas téléphoner de contacter facilement les secours par visio, chat, SMS ou fax. Une fois sur place, accorder à ces personnes une attention supplémentaire demande peu de temps, mais peut être d'une grande aide. Aux urgences comme ailleurs, la première chose à faire est de permettre une bonne communication. Facilitez la lecture labiale et n'hésitez pas à utiliser l'écrit. Apprenez aussi à connaître votre équipe pour savoir s'il y a dans votre établissement un professionnel maîtrisant la langue des signes française, des interprètes ou des intermédiateurs. Si la personne est blessée à la main et qu'elle utilise la langue des signes ou la langue française parlée complétée pour communiquer,
gardez à l'esprit qu'il lui sera très difficile de se faire comprendre. Invitez le patient à signaler sa surdité aux personnes qui le prendront en charge, et une fois en salle d'attente, rassurez-le s'il craint de ne pas avoir entendu qu'on l'appelait. Il existe dans les établissements hospitaliers des unités d'accueil pour les personnes sourdes ou malentendantes, dont les interprètes peuvent être sollicités. Des associations peuvent vous orienter et vous conseiller. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site sansgêne.com. Je laisse la parole maintenant à Madame Oswald, de la filière sans gêne. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Je tiens à vous remercier pour cette invitation et pour avoir proposé de présenter cette vidéo et ce travail que nous avons réalisé au sein de la filière grâce à l'aide de nos partenaires, notamment sur Infoservice que vous avez pu voir dans la liste des partenaires à la fin. On a souhaité réaliser cette vidéo tout simplement parce que donc, le réseau Sans Gêne, la filière de santé maladies rares Sans Gêne, est en fait un réseau de professionnels de santé experts dans la prise en charge de maladies rares sur les maladies sensorielles. Donc, on couvre à la fois les déficiences auditives et les déficiences visuelles. Et pour tout vous dire, c'est vraiment une demande à la fois des usagers qui remontaient vers nous sur voilà, proposer des éléments facile à prendre en main aux professionnels de santé pour mieux comprendre les bonnes pratiques et peut-être les interpeller sur l'accueil des personnes sourdes et malentendantes. Nous avons fait le même travail pour proposer des éléments pour bien accueillir les personnes aussi avec une déficience visuelle au sein des services hospitaliers. Et on espère que cet outil, qui est un outil de formation à destination des professionnels de santé, très court, très simple, va simplement permettre de leur apporter ou de leur prendre conscience d'éléments très simples qui finalement relèvent parfois de presque du bon sens, qui est facile à mettre en œuvre, et que l'on espère qu'ils pourront ainsi se retrouver un petit peu parfois mieux préparés à certaines consultations, puisque dans notre réseau, nos professionnels de santé eux-mêmes parfois n'ont pas le réflexe de toujours proposer d'accompagner les personnes sourdes et malentendantes par des interprètes, de se renseigner parfois aussi au sein de leurs établissements. Je ne parle pas des grands établissements de santé, les grands CHU, où ça fonctionne un peu mieux, mais on a aussi des équipes d'experts sur les maladies rares dans des plus petits établissements. Ils n'ont pas toujours parfois eux-mêmes le réflexe de se faire accompagner. Et eux-mêmes, quand ils orientent leurs patients auprès d'autres spécialistes de leur établissement, voilà, on espère que ça va contribuer à ce que tous ces patients, toutes ces personnes puissent être mieux accueillis dans des conditions favorables, voilà, à leur prise en charge. Une petite dernière information, toutes ces vidéos sont complètement disponibles gratuitement en téléchargement sur le site internet de la filière. Notre objectif, c'est qu'ils soient utilisés au plus largement possible, encapsulés dans d'autres sites web, mis dans les éléments de formation, parfois même au sein des établissements de santé, diffusés sur des écrans dans les salles d'accueil. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est de les utiliser de façon la plus large possible. On a un petit flyer qui permet de présenter cette vidéo et une affiche aussi qui peut être utilisée dans certains établissements. Voilà, je reste disponible si vous avez des questions et j'espère que j'ai répondu et que je vous ai expliqué un petit peu le contexte de la réalisation de cette vidéo. Merci beaucoup, Madame Oswald, pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant enchaîner avec le numéro 114. Donc, nous allons accueillir maintenant Nathalie Jacquin, agent de régulation 114. Donc, Madame Jacquin, vous avez aussi entre 6 et 7 minutes pour faire votre intervention. Donc, je suis agent 114. Le 114, c'est un service public qui est dédié aux sourds aveugles et aux personnes aussi aphasiques.
C'est un service qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il intervient au niveau national, également dans les DOM-TOM. Nous sommes un centre relais qui peut rediriger les appels vers le 15, le 17, le 18. Ça, c'est notre rôle à nous en tant que plateforme 114. Ce n'est pas nous qui décidons sur la plateforme. On a une plateforme de contact, on nous interpelle et on lance le relais vers des plateformes, que ce soit la police, les pompiers, et ce sont ces relais-là d'urgence qui décident de mettre en place auprès du public les soins ou les interventions nécessaires. Le 114 fonctionne comme toutes les autres plateformes d'urgence, le 15, le 17 et le 18, c'est-à-dire qu'on pose aux personnes qui nous interpellent un certain nombre de questions. On interroge l'urgence. Est-ce qu'il faut très rapidement appeler un service qui se déplace pour traiter l'urgence ou est-ce que c'est simplement de l'échange d'informations? C'est un service qui a été créé en 2011. En 2011. On peut communiquer par visio, par langue des signes, par fax, par SMS. Ce qui est important aussi, c'est de prévenir les gens pour qu'ils téléchargent l'application, qu'ils rentrent leur nom, leur prénom, leur adresse, qu'ils puissent en fait mettre un certain nombre d'informations qui permettent déjà d'avoir, en cas d'urgence, un premier lot d'informations à disposition. Pour enregistrer l'application, il faut aussi accepter la possibilité d'utiliser la visio et d'utiliser le son sur l'appareil qui gère l'application parce que le son, ça peut vous paraître étrange, mais on peut avoir besoin d'entendre ou des bruits extérieurs ou une respiration. Donc, c'est vraiment important de pouvoir télécharger ça et de pouvoir intervenir très rapidement. Et d'accepter la géolocalisation également. Donc, on peut être en visio, en langue des signes en direct. Pour les personnes malentendantes qui s'expriment à l'oral, il y a la possibilité aussi de bénéficier du texte, une retranscription écrite, et d'être à l'oral. Donc, les trois modalités fonctionnent. Donc, le son est nécessaire autant que l'image. Et on peut utiliser les deux sur une même communication. Les entendants peuvent également bénéficier de ce service-là. Le 114 est ouvert à tous. Ils peuvent communiquer par SMS dans ces cas-là. Par exemple, pour un cas d'agression, quelqu'un qui voudrait discrètement prévenir d'une violence peut se permettre d'envoyer des SMS pour prévenir de l'urgence et le faire à l'attention du 114. On a à peu près 80 dossiers par jour qui nous arrivent, donc ça représente quand même un certain nombre d'appels. C'est fluctuant, bien évidemment, mais il n'empêche que la somme des appels est 14 demande si les gens sont sourds ou entendants en première instance pour pouvoir déclencher la visio en cas de nécessité de communication par la langue des signes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions complémentaires, je suis à votre écoute et je suis tout à fait encline à y répondre. Donc, nous prendrons les questions nous prendrons les questions à la fin du webinaire. Et effectivement, si nous avons des questions, on reviendra vers vous, Madame Jacquin. Merci beaucoup pour pour l'explication du fonctionnement du 114. Nous allons passer maintenant à la partie accès aux soins pour les personnes sourdes communiquant en langue des signes française. Donc, on va faire un focus sur les UASS, unités d'accueil et de soins pour sourds. Je vais d'abord laisser la parole à Monsieur Vincent Gauthier, président de la Société française de santé en langue des signes, SFSLS. Donc, Monsieur Gauthier, vous avez 8 minutes pour nous parler donc de ces UASS. Merci, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir plutôt. Benoît Mongourdin a déjà tout à l'heure ouvert un peu le chapitre, donc je vais continuer pour préciser exactement le rôle des UASS en France et leur composition, et puis je parlerai rapidement de la Société française de santé en langue des signes, dont le signe est Société française de santé en langue des signes, voilà, comme la santé attachée, et voilà.
ensemble là-haut. Donc, il y a 26 unités d'accueil et de soins pour personnes sourdes en France, là, la dernière étant de mémoire ouverte à Caen, et la première étant celle de la Salpêtrière en 96. Donc, on a déjà un peu de recul maintenant sur les modalités d'ouverture, le type on va dire, de financement. Voilà, sont toutes à peu près sur le même modèle. En pratique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une unité d'accueil et de soins pour les personnes sourdes va se composer de différents professionnels. Toutes les unités ne sont pas équipées de tous les mêmes professionnels, mais en pratique, on retrouvera quand même au minimum un médecin qui va pouvoir donner des consultations en langue des signes avec ou sans interprète selon son autonomie en langue des signes. Un professionnel ou des professionnels sourds, comme le disait Benoît tout à l'heure, c'est vraiment les intermédiateurs, donc avec une importance prépondérante sur le fait qu'on doit avoir des professionnels sourds dans ces unités. On a évidemment des interprètes qui permettent d'assurer les échanges. Et puis, selon les unités, on va avoir un temps plus ou moins long de secrétariat, un temps ou pas d'assistante sociale, un temps ou pas de psychologue. Parfois, il y a des infirmières, parfois, il y a des aides-soignantes. Enfin, voilà. Mais en pratique, on trouve à peu près cette même dimension où l'objectif est de proposer les soins dans la langue du patient qui va choisir. Majoritairement, on se retrouve avec des patients qui viennent chercher une communication en langue des signes, qui n'est pas toujours la langue des signes française, parce qu'il y a aussi des sourds étrangers qui viennent se soigner dans ces unités-là. Et là, on voit la limite de l'interprétation française, langue des signes française, et la plus-value d'avoir un intermédiateur, puisque la culture, on va dire l'enculturation du professionnel sourd va être d'une grande aide dans ce cas-là aux professionnels soignants, même s'ils signent, et aussi à l'interprète qui n'a pas forcément le vocabulaire du pays, de la langue dans laquelle le patient sourd s'exprime, puisque la langue des signes n'est pas universelle. Donc, on a cette offre de soins qui permet de mettre en accessibilité les différents services, souvent des hôpitaux, parce que la plupart du temps, ce sont des hôpitaux publics. Voilà, et parfois, il y a des cliniques privées qui sont sous contrat, hein, qui offrent quand même un service public. Et les patients peuvent donc avoir un accès dans leur langue aux soins qui sont proposés par les hôpitaux. Soit dans l'unité elle-même, avec des consultations de médecine générale, soit des consultations proposées par l'établissement, qu'il s'agisse de rendez-vous, n'importe quoi, de cardiologue, une chirurgie qui est prévue, tout ce que propose l'établissement, des rendez-vous de radiologie, de laboratoire, enfin voilà. Donc, en pratique, le secrétariat des unités collecte les informations de la part du patient et puis de la part aussi des professionnels qui vont intervenir et mettent en adéquation les plannings de tout ce monde-là, y compris des interprètes. Donc, vous voyez, ça fait quand même une organisation. C'est pas juste aller prendre rendez-vous chez son médecin tout seul, ça passe par on va dire, une filière qui est propre aux unités. Et souvent, ce sont ces unités qui sont les seules à pouvoir proposer de prendre des rendez-vous autrement que par téléphone ou par mail. Alors maintenant, le mail se développe beaucoup, mais la visio pour prendre des rendez-vous, ça n'existe pas, sauf dans les unités d'accueil dans les unités d'accueil et de soins pour les personnes sourdes. Voilà, donc la plupart du temps, il y a ça peut être du Skype, ça peut être WhatsApp, voilà. Donc la plupart proposent de l'accueil en visio pour pouvoir prendre des rendez-vous. Et voilà, donc toutes ces unités-là, les 25-26 qui existent en France, sont réparties pas toujours de façon très homogène, puisque par exemple, il y en a 6 en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et il y en a très peu au-dessus
au-dessus de Clermont-Ferrand jusqu'à Paris, il n'y a quand même pas grand-chose. Voilà, il en faudrait évidemment encore plus. Hein, ça ne suffit pas pour que les personnes, notamment dans les campagnes, puissent avoir un accès en langue des signes pour se soigner. Mais ça se développe petit à petit et on va dire que c'est moins pire que ce qu'il y avait avant, mais ça suffit encore malheureusement pas. Mais comme il n'y a pas assez d'interprètes en France pour soigner ou pour interpréter tous tous ceux qui ont besoin d'avoir un interprète. Voilà, on s'était dit aussi que, alors, si, avant de vous parler de la société française, je vais juste faire un point sur le rôle de l'intermédiateur. On s'était bien rendu compte qu'il fallait avoir un professionnel sourd qui intervienne pour faciliter l'échange et faire le pont culturel, mais on avait pour idée au départ que c'était les sourds qui auraient peut-être besoin d'avoir ce pont culturel et ce référent sourd, on va dire. Mais on se rend compte qu'avec le temps, finalement, on a autant besoin, nous, professionnels de santé signants, d'avoir un intermédiateur pour pouvoir avoir un échange qui va être plus fluide, notamment quand on se sépare de l'interprète, puisqu'on n'en a plus besoin, parce que notre niveau d'autonomie en langue des signes est suffisant. Voilà, mais on n'est pas sourd, et donc on n'a pas la culture sourde, même si à force de travailler et de rencontrer, on est quand même bien sensibilisé par rapport à la population générale. Mais voilà, on se rend compte notamment dans les anciennes unités, que le rôle de l'intermédiateur est devenu une vraie aide pour l'entendant, en fait. Voilà. Et puis, rapidement, on s'était dit, il y a quelques années, comment on fait pour harmoniser tout ça en France, pour que au niveau national, les personnes sourdes soient soignées toutes de la même façon. Et donc, est née l'idée de faire une société savante, donc la Société française de santé en langue des signes, qui a été créée en 2017 et qui a vraiment pris son essor en 2020 avec une première information sur le Covid, où on se rendait compte qu'il n'y avait rien du tout, et c'était un peu la panique, et on a commencé à développer une vidéo sur ce thème-là. Et puis, on voit aussi qu'il fallait un besoin d'être reconnu dans nos pratiques professionnelles, de permettre une représentation professionnelle auprès des tutelles et des autorités, de devenir un référent pour les questions de santé en langue des signes en France. Et donc, permettre de l'information, de la diffusion d'informations sur le thème de la santé en langue des signes. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir un support pour proposer de la formation aux professionnels de santé qui travaillent dans les unités, avec notamment la reprise des journées interprofessionnelles qui existaient depuis plus d'une dizaine d'années, organisées avant à Paris. Et depuis 3 ans maintenant, on a renommé ces rencontres sur 3 jours le congrès de la Société française de santé en langue des signes, qui tous les ans permettent environ à 80-90 personnes des unités, des unités professionnelles qui travaillent dans les unités de France, de venir se retrouver en un même lieu pour pouvoir échanger sur leurs pratiques et voilà, on sait que la rencontre est importante pour échanger et participer à améliorer l'accès aux soins des personnes sourdes dans leur langue. Voilà ce que je pouvais vous dire en 8 minutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous restez jusqu'à la fin du webinaire? Parce qu'on a quelques questions. Oui, j'ai resté, puisque Benoît, malheureusement, ne pourra pas rester. Et donc, je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. D'accord. Oui, on a quelques questions au niveau du chat, donc on les abordera à la fin du webinaire. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec les UASS en allant plus sur le travail de professionnels donc, qui travaillent en UASS, notamment sur celle de Saint-Étienne. Donc là, nous allons accueillir Madame Catherine Cahuzac, interprète, ancienne interprète et nouvellement chef de service, et Myriam Jouder, psychologue. Donc pour un petit retour d'expérience, donc je propose d'abord de commencer par Madame Jouder, à la fois vous présenter et puis expliquer un peu votre rôle de psychologue au sein d'une UASS. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors effectivement, je suis psychologue au sein de l'UASS de Saint-Étienne et je suis également coordinatrice de l'unité.
Et dans la fonction de psychologue, alors effectivement, j'accueille des enfants, des adultes et des personnes âgées au sein du service. Et on peut également aussi être amené à se déplacer au chevet du patient lorsqu'un patient sourd est hospitalisé. Et ma particularité, enfin en tout cas au sein de l'UASS, c'est que je suis en autonomie dans mes consultations, donc je ne fais pas appel à l'interprète, sauf pour de rares situations quand au niveau de enfin, la linguistique, je ne suis pas sûre d'avoir compris et que ça participe aussi à l'évaluation, enfin pour le diagnostic. On a toujours la difficulté de savoir si on ne comprend pas la langue des signes ou si vraiment le sourd a un discours qui n'est pas cohérent, enfin où il est en plein délire. Enfin, donc du coup, on peut être amené à faire appel à l'interprète pour ce genre de situation. Et quand on a des demandes de patients sourds, alors étrangers, je peux être en consultation en binôme avec l'intermédiatrice, donc le professionnel sourd de l'équipe, ou même des ados, parce que souvent les ados aussi ont une langue des signes de jeunes et des fois on a du mal un peu à suivre leur vocabulaire. Donc du coup, l'intermédiatrice nous permet de suivre voilà, les niveaux linguistiques. Et au sein de l'unité, alors nous, on est une équipe pluridisciplinaire sur Saint-Étienne. On a la chance d'avoir une unité qui est à la fois somatique et psychiatrique. Donc, au sein de l'unité, on a un médecin généraliste, donc le docteur Bonnefond, un médecin psychiatre, donc le docteur Aulien, un assistant social, une infirmière, une secrétaire, bien sûr, et des interprètes et une intermédiatrice. Donc, nous, on fait des consultations au sein de l'unité. Donc, on reçoit les patients sur rendez-vous et on peut être amené à intervenir dans les services en cas de besoin. Et la mission de la secrétaire, bien sûr, comme disait Vincent Gauthier, c'est de coordonner tous les rendez-vous des sourds en mettant à disposition l'interprète et ou l'intermédiatrice pour les consultations. Donc, la particularité d'être en langue des signes directe avec le patient, c'est que on est dans la culture sourde avec le patient et on n'a pas le tiers dans la consultation. Parce que je me suis aperçue que la présence d'un tiers pouvait aussi biaiser le contenu des séances. Le sourd peut être mal à l'aise pour expliquer certaines situations très intimes de l'ordre du traumatisme, et que quand on est en lien direct avec le professionnel, on établit plus facilement une relation de confiance dans le soin. Donc voilà. Très bien. Et je trouve qu'en langue des signes directe aussi, ça apporte plus une richesse clinique que si ça passe par le biais de l'interprète. Dans l'échange, il y a toujours un laps de temps entre le discours du sourd en langue des signes. Donc, on attend un petit peu que l'interprète traduit. Donc, nous, si on ne pratique pas la langue des signes, le psychologue a accès à de l'information non verbale. Et on a besoin du contenu pour pouvoir faire une analyse. Donc, voilà. Je passe le relais à ma collègue. Oui, très bien. Donc, Madame Merci. Cahuzac, Catherine. Catherine Cahuzac, interprète en langue des signes en réduction d'activité depuis peu, puisque je suis chef de service à l'Institut Plainvent. Je suis intervenue beaucoup auprès de l'UASS de Saint-Étienne, donc c'est pour ça que Laurent m'a proposé d'intervenir ce soir. Comme on disait, on est interprète en langue des signes française, mais français. C'est important de comprendre que l'interprète n'est pas là que pour la personne sourde, mais il est là aussi pour les professionnels de santé qui accueillent les patients sourds. On ne se cantonne pas juste au cabinet, à la consultation. On est là sur tout le parcours du soin de la personne sourde. Et souvent, les personnes pensent qu'on est présente pendant la consultation et c'est tout, alors que non, on est là, en tout cas à l'USS de Saint-Étienne, du bureau des entrées
à la salle d'attente, dans la consultation. Au niveau des opérations aussi, on peut assister à certaines opérations si le patient est éveillé et qu'il a besoin de rentrer en communication avec les chirurgiens. Avant d'arrêter de travailler à l'USS, j'ai participé à un accouchement par voie basse, le lendemain à une césarienne, la fois d'après une gastroscopie, coloscopie. Voilà, on intervient vraiment dans tous les services des hôpitaux. Alors c'est vrai que on accompagne aussi le patient jusqu'au bloc. C'est rassurant pour le patient et il a le même niveau d'information que toute autre personne lambda. La consultation parfois peut paraître plus longue parce que bah oui, on passe par le truchement de l'interprète. Donc les patients ont tendance à avoir avoir besoin d'explications des fois peut-être un peu plus poussées et les médecins n'ont pas forcément tout le temps de répondre à toutes ces sollicitations. Et c'est pour ça que du coup, avec Hervé Bonnefond, le médecin généraliste de l'UASS, on intervient aussi auprès des médecins à la fac de médecine en 5e, 7e, 8e et 9e année pour faire de la sensibilisation. Alors, Hervé Bonnefond, avec un professeur de langue des signes, donne des cours de langue des signes à ses futurs médecins étudiants à l'heure actuelle. Et moi, j'interviens avec Hervé sur de la sensibilisation auprès de ces étudiants sur le rôle, la place de l'interprète, la place aussi de l'interprète avec intermédiateur, parce que souvent, quand on est en consultation, finalement, le patient sourd arrive avec l'interprète plus l'intermédiateur, et des fois, pour certains médecins, ça peut faire beaucoup dans la petite salle de la consultation. Et du coup, on intervient auprès de ces futurs médecins pour les sensibiliser justement à accueillir au mieux le patient sourd avec ou sans interprète. Voilà. Très bien, merci beaucoup, mesdames, pour toutes ces précisions et explications. Nous allons maintenant passer à la dernière partie du webinaire pour une information en santé accessible à tous. Et nous allons accueillir maintenant Cécile Allaire, chargée d'expertise accessibilité et littératie en santé de Santé publique France. Madame Allaire, je vous laisse la parole, pareil, pour 6 à 8 minutes Bonjour d'intervention. à tous, merci beaucoup pour cette invitation, hein. Merci et aussi pour l'organisation de ce webinaire qui est aussi intéressant pour les intervenants. Alors donc je suis Cécile Allaire, mon signe c'est celui-ci. Et je m'occupe effectivement des questions d'accessibilité et de littératie en santé à Santé publique France. Donc, Santé publique France, je pense que vous connaissez, mais en 2 mots, c'est l'Agence nationale de santé publique. On est sous la tutelle du ministère chargé de la santé. Et c'est une agence qui est connue pour toutes ses campagnes de communication sur le champ de la santé et de la prévention, mais on mène également de nombreuses études sur la santé des Français, donc l'exposition aux pesticides, la santé des nouveau-nés. Et puis, on répond également à ce qu'on appelle des alertes sanitaires, donc par exemple sur des infections alimentaires ou des événements climatiques, des accidents industriels, etc. Alors, sur le sujet qui nous concerne ce soir, on travaille à Santé publique France sur la question de l'accessibilité à l'information. Alors là, on va plutôt parler de prévention plus que d'accès aux soins. Depuis plus d'une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années même. À l'époque, c'était à l'occasion d'un partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qu'on a commencé ce travail. Et nous sommes intervenus, et on intervient toujours à 2 niveaux. D'une part, on a mené des enquêtes auprès des personnes sourdes ou malentendantes ou ayant des troubles de l'audition pour connaître mieux leurs besoins en santé. Donc, on avait mené cette enquête qui était vraiment une première en France et même sans doute au niveau international. C'était en 2011. Donc, cette enquête s'appelle le baromètre santé sourds et malentendants.
Donc, elle date déjà, mais elle donnait une bonne visibilité des attentes et des besoins spécifiques des personnes qui pouvaient échapper à d'autres enquêtes. Donc, je remercie Pauline parce que je sais qu'elle va vous mettre les liens des éléments que je vous cite. Voilà, donc là, l'idée, c'est pas de faire un état, mais par contre, vous pouvez vous référer à cette enquête, à la publication qui a eu lieu. Et puis, à l'occasion de la sortie de ce baromètre, il y avait eu une présentation en langue des signes, qui a été traduite en langue des signes, et donc est toujours disponible en ligne. Donc ça, c'était pour l'aspect amélioration des connaissances. Et puis le deuxième aspect de notre travail, c'est l'accès à l'information en santé en matière de prévention. Donc, on travaille de façon à ce que toutes nos campagnes de communication soient le plus accessibles possible. Et même chose pour les outils de communication qu'on peut distribuer massivement dans des cabinets ou dans des lieux ou des associations qui travaillent sur la santé et la prévention. Je peux vous donner quelques exemples de sujets sur lesquels on a travaillé. Donc, c'est l'exemple de la vaccination. Donc là, on propose des affiches, des flyers qui sont le plus accessibles possible. On a également des spots sous-titrés en langue des signes, donc sur le rôle des vaccins, les vaccins recommandés, donc ce qu'on appelle le calendrier vaccinal avec les mises à jour régulières. On a également travaillé sur la santé sexuelle avec à disposition des brochures et des vidéos pédagogiques qui abordent de nombreux sujets sur le terme très large de la santé sexuelle. Donc, ça va être sur les questions autour du consentement, du plaisir, de l'orientation sexuelle. Donc, c'est des outils qui sont... donc, il y a des supports, des brochures et puis des vidéos qui sont utilisables soit individuellement, soit lors d'ateliers de prévention dans un cadre collectif. Et donc, c'est des outils soit qui sont consultables en ligne, soit que vous pouvez bien sûr commander pour les distribuer. Voilà, en faire des outils sur lesquels vous pouvez travailler. Ensuite, un autre sujet, alors il y a tout ce qui tourne autour des urgences sanitaires. Donc, toutes les campagnes, donc ça c'est d'ailleurs une obligation, sont sous-titrées. Et sur les urgences sanitaires, on veille à ce qu'il y ait la langue des signes de façon systématique, que ce soit des spots diffusés à la télé ou bien sur le web. Donc, vous l'avez vu sur le Covid, bien sûr, mais plus récemment sur l'infection à monkeypox aussi. Tous les outils, à partir du moment où ils sont encore valides scientifiquement, sont toujours disponibles en ligne. Ensuite, cette année, nous avons diffusé une très belle campagne, je trouve, sur le cannabis, une campagne qui s'appelle Histoire de juin, qui a été adaptée en langue des signes et sous-titrée, avec 12 courtes vidéos qui sont faites soit par des experts ou bien avec des témoignages pour parler des effets et des risques du cannabis. Donc, cannabis et sommeil, cannabis et mémoire, qu'est-ce qu'un bad trip? Voilà, donc différents sujets autour du cannabis. Et puis, la dernière actualité à partager, que je trouve intéressante à partager, puisque Santé publique France gère aussi des services d'aide en ligne sur plusieurs sujets, que ce soit des services d'aide par chat ou bien par téléphone. Et là, on a la ligne téléphonique Tabac Info Service, donc accessible par le 3989, qui est depuis très peu, là, depuis 1 ou 2 mois, accessible aux personnes sourdes et malentendantes grâce à la plateforme Axéo. Donc voilà, donc on est en phase de lancement. Donc là, on est vraiment preneur de toute information ou retour pour s'assurer que d'ailleurs ça marche bien. Donc c'est une plateforme qui permet de rentrer en contact avec des tabacologues et d'être accompagné pour toute question sur le tabac et notamment
toutes les personnes qui auraient un souhait de sevrage ou d'accompagner un proche qui aurait un souhait de sevrage tabagique. Voilà en gros pour les grandes actualités. De façon plus générale aussi autour de tout ce qui concerne l'accès à l'information et la communication, on a formalisé des guides avec des recommandations pour toutes les professionnels en fait qui sont amenés à concevoir une information. Donc avec un guide qui est déjà un petit peu ancien, mais qu'on avait mis en place pour qui était spécifiquement destiné à la communication pour les personnes sourdes ou malentendantes, et puis un guide un petit peu plus récent, Communiquer pour tous, qui vraiment aide les communicants à concevoir une information qui soit accessible à tous. Voilà, donc ça s'adresse plutôt aux professionnels qui sont amenés à concevoir une information. Mais j'ai bien noté le film qui a été diffusé tout à l'heure et que je trouve très intéressant, qui est tout à fait complémentaire, qu'on pourrait mettre sur notre site également. Voilà. Et puis pour tous j'allais dire, ces axes de travail, je profite du webinaire pour dire que ce travail-là, on le mène grâce à l'implication et à l'aiguillage de partenaires associatifs ou de professionnels de santé qui nous aident à avancer de façon le plus judicieuse possible. Donc je pourrais citer ici le réseau Sourds et Santé de Lille, mais aussi la Cité de la Santé à la Villette à Paris. Donc voilà, je voulais profiter de ce webinaire pour les remercier. Voilà, je vous remercie, puis je reste bien sûr à disposition pour répondre aux questions des participants. Merci beaucoup. Nous allons maintenant enchaîner avec l'intervention de Madame Dambre, Anne-Charlotte Dambre, directrice de projet Coactis Santé. Vous avez, Madame, pareil, 7 minutes à peu près pour votre présentation. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je représente l'association Coactis Santé qui s'engage en fait pour faciliter l'accès à la santé et aux soins des personnes en situation de handicap en prenant en compte les difficultés de tous les types de handicap. On travaille bien sûr pas seul, avec beaucoup de partenaires et pour le handicap auditif, on a associé de nombreuses structures, des unités d'accueil sourds, des établissements hospitaliers. On a travaillé avec des associations comme Unanime, on travaille avec InfoSens, Surdifrance et Bucodes, la Fondation pour l'audition. On a énormément de partenaires et l'idée, c'est vraiment de développer des ressources gratuites en ligne, disponibles pour tous, pour mieux comprendre la santé et pour mieux accueillir un patient avec un handicap. Pour mieux comprendre la santé, c'est le projet Santé BD qu'on a développé. Ce sont des bandes dessinées très faciles à comprendre, écrites en langage FALC, facile à lire et à comprendre, pour que chacun puisse avoir une information simple. Elles sont illustrées avec des dessins très simples également. L'idée, c'est qu'on puisse comprendre le déroulement d'une consultation et d'un soin, même en regardant uniquement les dessins. Pour les personnes qui sont non lectrices, elles doivent pouvoir comprendre comment se déroule un soin ou une consultation. Donc, des dessins, des textes faciles à lire et à comprendre et des scénarios très clairs. On explique systématiquement à quoi sert un soin ou une consultation et comment ça se passe avant, pendant, après. C'est un long travail pour viser une accessibilité universelle. Donc, pour les personnes qui communiquent en langue des signes et qui sont non lectrices, elles peuvent s'appuyer sur ces bandes dessinées pour comprendre le déroulement des consultations et des soins. Et elles peuvent s'en servir également pour dialoguer avec les professionnels de santé, puisqu'on va pouvoir partir sur une base commune et pouvoir avoir le suivi du déroulement, pouvoir également recueillir le consentement de la personne et pouvoir poser des questions. Donc, Santé BD, ce sont vraiment des ressources qui sont beaucoup utilisées, nous savons, par des personnes avec des difficultés pour entendre. C'est sous forme de bande dessinée, mais également sous forme de posters.
nous venons de créer par exemple des posters qui expliquent comment se déroule un IRM, un scanner, une radio, qui peuvent être envoyés aux patients, qui peuvent être affichés en salle d'attente ou dans les déshabilloirs pour pouvoir avoir toutes les informations en amont et limiter les peurs, éviter en fait des ruptures dans le parcours de soins par faute d'information. On a également créé quelques vidéos, notamment en période Covid, une vidéo sur le vaccin contre la Covid, traduit en langue des signes, avec sous-titrage et en langage FALC, pour pouvoir donner aussi toutes les explications nécessaires. On aborde beaucoup de thèmes. Il y a environ 80 thèmes en ligne sur santebd.org, à la fois, comme je vous le disais, des consultations et des soins, mais également des sujets de prévention santé. Comment bien manger, comment faire de l'exercice physique, mais également des éléments sur les addictions, le tabac, l'alcool, le cannabis. Nous abordons également des sujets sur le suivi et l'alerte par rapport aux violences, aux situations de violence. Nous avons mis en ligne 2 bandes dessinées sur violence et maltraitance qui permet aux personnes d'identifier des situations de violence, d'alerter si leurs proches sont en situation de violence et d'avoir des repères pour pouvoir se faire aider avec notamment l'ensemble des numéros disponibles en indiquant tous les numéros qui sont accessibles en langue des signes ou accessibles par SMS, la possibilité aussi de contacter par exemple les services du 114 et notamment le service AFA 114 qui sera bientôt en ligne et qui s'appuie sur des pictogrammes pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser des SMS et qui ont besoin aussi de s'appuyer sur des dessins. Nous avons mis à disposition tous les dessins de Santé BD nécessaires pour pouvoir développer encore plus loin le programme, le service du 114 et pouvoir alerter les secours en s'appuyant sur ces dessins. C'est l'occasion de vous dire que tous les dessins de Santé BD, il y en a environ 20 000 sur la santé, sont disponibles également gratuitement sur une banque d'images et peuvent servir pour créer chacun ses propres outils de communication pour servir de tableau de communication, pour pouvoir interagir avec les professionnels de santé, pour que les aidants puissent aussi accompagner la personne et la préparer en amont des rendez-vous médicaux. Je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de ressources. Je voulais aussi vous parler de HandiConnect, qui est un site ressource qui propose de nombreuses fiches conseils en ligne gratuitement et qui s'adresse aux professionnels de santé. Et il y a notamment un certain nombre de fiches conseils pour accueillir un patient sourd ou malentendant, comment mieux communiquer avec lui, comment repérer une surdité chez l'enfant, quels sont les points de vigilance lorsqu'on accueille un patient sourd ou malentendant. Donc, il y a environ 7 fiches conseils sur le handicap auditif avec de nombreuses ressources indiquées et puis tout un tas de contacts pour avancer et pour aller plus loin. Ces ressources HandiConnect sont aussi, il existe aussi des fiches HandiConnect sur toutes les démarches d'habituation aux soins, beaucoup d'informations aussi pour l'accueil, pour des suivis gynécologiques des femmes en situation de handicap ou pour le suivi des soins bucco-dentaires. Donc, il y a à la fois des fiches conseils spécifiques sur le handicap auditif, mais également des fiches, des sujets globaux sur l'accueil de patients avec des difficultés soit de communication, soit des points de vigilance, tout spécialement sur le handicap auditif. Donc, HandiConnect et Santé BD, ce sont vraiment des ressources construites avec les meilleurs experts de la santé et du handicap, gratuites et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Vous pourrez, j'imagine, avoir le lien sur le chat. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Nous allons maintenant passer à la dernière vidéo. Nous allons vous présenter une vidéo de notre partenaire InfoSens. Donc, une carte interactive de professionnels de santé accessible et présentation aussi de résultats d'enquête. Donc, sur la vidéo, vous verrez la responsable d'InfoSens qui est donc Bénédicte André. Et si vous avez des questions, nous avons Emmanuel Changy, chargé de mission à InfoSens, qui sera présente pour répondre aux questions plus tard. Donc, on va vous montrer la vidéo d'InfoSens. Bonjour, je suis Bénédicte André, la responsable d'InfoSens, qui est un service public, c'est-à-dire un centre d'appui et d'expertise spécialisé dans la santé depuis 3 ans. En lien avec des partenaires comme le Centre national d'information de la santé. Nous y assistons ensemble pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Au sein de l'équipe InfoSens, nous disposons d'un guichet public qui est admis, comme nous avons une permanence physique pour recevoir les usagers sourds et malentendants, afin de proposer une écoute et une aide personnalisée, c'est-à-dire qu'on les informe, on les oriente vers des structures adaptées. Enfin, cet objectif, c'est vraiment favoriser l'autonomie de ces personnes. Et aussi de proposer des sensibilisations à des gratuites dans des entreprises ou structures administratives, afin de parler des troubles d'audition ou des soucis, comment accueillir un collègue sourd. Et à partir de là, nous avons constaté que les usagers sourds et malentendants ont des difficultés pour accéder aux informations concernant des soucis de santé et ils ne connaissent pas l'information et ne savent pas contacter les professionnels de santé pour pouvoir bénéficier des soins. Et c'est en raison des difficultés de communication. Donc, InfoSens va vous présenter 2 projets. La carte interactive permettant de recenser des professionnels de santé en fonction du mode de communication et les 2 enquêtes portant sur l'accès aux soins. Sur la carte interactive, il s'agit d'une carte qui a été créée depuis récemment qui permet de recenser tous les professionnels de santé en spécifiant le mode de communication non décide, non par les complétés, ou transcription écrite, ou encore des boucles magnétiques. Et dedans, on voit tout de suite comment contacter ce professionnel par SMS ou par mail et quel est leur mode de communication. Et pour l'instant, cette carte elle est disponible en Île-de-France. InfoSens a un projet de développer cette carte au niveau national avec d'autres partenaires. Je vous ai présenté la carte interactive. Je vous présente maintenant les 2 enquêtes relatives à l'accès aux soins. Alors, il s'agit de 2 enquêtes complémentaires lancées en même temps, l'une pour les patients sourds et l'autre pour les professionnels de santé. Cette enquête auprès des professionnels de santé a été réalisée entre mai et juin 2023 et nous avons récolté plus de 137 réponses. Et dans cette enquête, on a distingué plusieurs profils. Ça peut être le secteur médical ou paramédical ou des cadres administratifs, afin de savoir si ça veut comment accueillir des patients sourds dans le cabinet ou à l'hôpital, ou est-ce que des difficultés d'accès pour communiquer avec leurs patients sourds ou malentendants. Nous avons voulu savoir si les patients se rendaient seuls ou accompagnés lors des rendez-vous afin de savoir si les professionnels de santé devaient fournir un effort personnel pour bien communiquer ou s'ils pouvaient s'appuyer sur un tiers professionnel ou non. Seulement 22% des patients viennent systématiquement accompagnés. Cela montre une assez bonne autonomie des patients, mais cela implique aussi que le personnel doit s'adapter pour permettre de meilleures compréhensions. Nous avons demandé aux professionnels s'ils avaient été sensibilisés ou formés à l'accueil des patients sourds. Notre enquête a montré que 37% des cadres de santé ont été sensibilisés, alors que seulement 5% des aides-soignants l'ont été. Surtout, on retiendra que 83% des professionnels de santé souhaitent être sensibilisés à l'accueil des patients sourds et malentendants. Pour faciliter l'accès aux soins des personnes sourdes, mais existe des outils ou des services.
nous avons voulu savoir dans quelle mesure ces outils étaient connus des professionnels de santé. Alors, on a vu sur l'image qu'on voit que sur le visuel, 35% des personnes interrogées connaissent les unités d'accueil des soins en soins. 14,3% connaissent les outils, par exemple Santé BD et AntiConnect. 4,2% connaissent InfoSens et 2,5% connaissent la filière Sciengène. En conclusion, on regarde ces résultats. InfoSens souhaite développer des sensibilisations auprès des personnes soignantes afin de les former aux bonnes pratiques et de leur donner l'accès aux services et outils existants pouvant les aider. La seconde enquête concerne les patients sourds et malentendants. Alors, cette enquête a été lancée en même temps que l'autre enquête pour les professionnels de santé. Cette enquête a récolté plus de 185 réponses. Et cette enquête nous avons distingué le public sourd et malentendant en fonction de leur mode de communication. D'abord, concernant les modalités de prise de rendez-vous, on constate des disparités selon le profil des personnes sourdes. Ainsi, on remarque que les personnes qui s'expriment en langue des signes ou en français écrit préfèrent prendre rendez-vous par mail, tandis que les personnes qui oralisent préfèrent utiliser les plateformes comme Totolib. On rappellera ici qu'à carte des médecins ne propose la prise de rendez-vous uniquement par téléphone, ce qui n'est bien sûr pas la modalité la plus accessible pour ces patients. Notre enquête révèle plus que de 84% des patients qui ont répondu à avoir rencontré des difficultés occasionnelles ou systématiques avec leur médecin. J'ajoute que près de 70% affirment avoir des difficultés à comprendre ce qui est écrit sur l'ordonnance. Ces difficultés de compréhension ont des conséquences délétères puisque plus de 21% des répondants ont reconnu avoir déjà renoncé à des soins médicaux. Cette proportion dépasse les 30% chez les patients qui ont plus en difficulté pour comprendre leur médecin en fonction du profil des sourds. En plus des cas de renoncement aux soins, il faut aussi déplorer des refus de soins. Ainsi, 14% des patients interrogés ont affirmé avoir été confrontés à un refus de soins spécifiquement dû à leur surdité. Et cette proportion double chez les personnes qui s'expriment en signe. Donc vous voyez déjà, les patients sourds renoncent à se faire soigner et aussi il y a eu un refus de soins. Dans cette enquête, il y a eu d'autres suggestions, c'est-à-dire que les professionnels de santé doivent montrer des contacts accessibles à ce public, c'est-à-dire ajouter une adresse mail ou demander de baisser le masque pour ne pas gêner la lecture labiale, d'étudier d'autres outils comme Santé BD afin d'améliorer la communication. Voilà, c'était la dernière intervention de ce webinaire. Il nous reste une grosse dizaine de questions une dizaine de minutes, pardon, pour répondre aux questions. Donc là, sur le chat, nous en avons plusieurs. Donc, je vais commencer. Alors, je pose la question. Après, l'intervenant qui veut répondre peut répondre. Qui doit financer l'accessibilité dans les hôpitaux, car certains hôpitaux exigent que cela passe par la PCH. Qui veut répondre à cette question? Alors, c'est Vincent Gauthier. Je peux donner, alors je ne sais pas si je vais donner l'information qui normalement prévaut pour les services publics. C'est que c'est le service public qui doit s'adapter à l'usager et pas le contraire. Mais ça, c'est quand on arrive et qu'on croit peut-être encore un peu au Père Noël. C'est bientôt la période. Le problème, c'est que ça coûte, c'est l'argent et qu'il n'y en a pas et que voilà. Donc c'est toujours ce qu'on va dire aux usagers sourds. La PCH, elle sert en pratique pour les démarches. Pour pouvoir avoir notamment un interprète pour la personne sourde dans ses démarches de la vie quotidienne. Sauf que quand on va dans un établissement public, notamment les soins, c'est pas aussi simple que ça. C'est normalement le groupe hospitalier public qui doit payer pour l'interprète. Mais
Après, on joue sur les mots. Vous avez une PCH, c'est fait pour ça. Et puis, il y a la loi du 11 février 2005 qui promeut l'accessibilité. C'est toujours compliqué. Alors, quand on tombe sur quelqu'un qui est de bonne volonté, ça passe plus facilement. Mais c'est vrai que la plupart du temps, s'il n'y a pas d'unité d'accueil et soins pour les personnes sourdes dans l'établissement où le patient sourd veut se faire soigner, c'est extrêmement compliqué pour que l'établissement finance le coût de l'interprétation. Ça, c'est un fait. Alors après, est-ce que c'est la règle ou pas? Après, j'ai vu dans le chat, est-ce qu'il faut alerter le médiateur de la République? Et ben, je dirais, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fera peut-être bouger des choses. Très bien. Merci pour ces précisions. Une question pour la carte interactive InfoSens. Emmanuel, peut-être Oui, pour répondre à cette question. qu'est-ce qu'il y Donc, a? ouais, j'ai une question, c'est quels sont les professionnels de santé listés sur la carte interactive? Sont-ils tous en lien avec la surdité, ORL, audioprothésiste, ou la carte est-elle ouverte à d'autres professionnels? Ah, c'est ouvert à bien d'autres professionnels et ça va même au-delà du domaine de la santé, mais c'est le domaine de la santé qui nous intéresse aujourd'hui. Et d'ailleurs, Léa a relayé un appel pour tous les professionnels qui souhaitent être censés, qui n'hésitent pas à nous contacter. Parce qu'en fait, la difficulté qu'on a, c'est à les connaître, en fait. Mais évidemment, nous, plus on en a, plus on est content. Donc, je vous invite d'une part à consulter la carte qui est accessible sur notre site et d'autre part, si vous êtes professionnel de santé ou même autre professionnel, enfin santé paramédicale, et puis on va s'ouvrir au domaine de la culture et petit à petit on s'ouvre. Voilà, je vous invite à compléter la carte si ça répond à la question. Très bien, merci. Autre question, donc pour Marilyn Oswald. La vidéo présentée était intéressante, mais comment faire pour que mon médecin puisse la regarder et pourquoi ne pourrait-elle pas être diffusée dans les salles d'attente? Alors, concernant la diffusion, elle peut totalement être diffusée dans les salles d'attente. C'est le but. J'ai indiqué qu'elle est téléchargeable gratuitement. C'est vrai que pour nous, il n'est pas facile d'aller directement sensibiliser les médecins de ville. C'est un réseau qu'on a du mal à approcher. Donc, si cette personne souhaite tout simplement elle-même sensibiliser son médecin traitant, ses différents spécialistes, elle peut tout à fait utiliser le petit flyer que nous avons à disposition sur le site internet ou nous envoyer un petit message si elle souhaite que nous lui envoyions ce petit flyer pour informer les professionnels de santé et les inciter eux-mêmes à aller la télécharger, à la mettre sur ces fameux écrans. Aujourd'hui, nous souhaitons et nous essayons de la diffuser le plus largement possible. Mais simplement, c'est également une question de moyens et de ressources pour atteindre ces professionnels de santé et qu'eux-mêmes aient une écoute vis-à-vis de cette vidéo. Donc, toutes les aides sont vraiment les bienvenues. Très bien, merci. J'ai une question pour le numéro d'urgence 114 pour Madame Jacquin. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'appels vous recevez à peu près par an et combien de personnes travaillent au 114? Les appels en termes de statistiques annuelles, je ne pourrais pas vous répondre parce que notre chef de service n'est pas là et que c'est lui qui a les données. Sur le site internet, il y a déjà un certain nombre d'informations qui y sont inscrites et qui vous expliquent plus en détail comment le 114 fonctionne. Nous, on travaille dans le 114 en binôme, c'est-à-dire sourd, avec un collègue bilingue, locuteur de langue des signes, qui pratique et qui maîtrise la langue des signes. Donc, on travaille en binôme. C'est notre binôme entendant qui nous prête son oreille. Donc, la personne sourde contacte le 114, que ce soit par chat, par visio, peu importe. On a son nom, son prénom. Il nous fait état de la situation. Est-ce qu'il a besoin de secours ou pas? Et en parallèle de ça, pendant l'échange, pendant la conversation, mon collègue entendant voit ce qui se passe et peut, de fait, déjà solliciter les services d'urgence, peut lancer l'appel et donner des premiers éléments d'information aux services concernés. Mon collègue entendant me transmet aussi des informations en langue des signes que je peux transmettre à mon tour à l'usager sourd pour le rassurer. Donc, en fait, on est sur un fonctionnement bilingue, mais vraiment, sur le site internet, vous verrez, il y a déjà un certain nombre d'informations. Voilà, et c'est très important, enfin, c'est très facile pour nous d'être dans ce bilinguisme-là.
parce que il faut quand même pouvoir donner le plus d'informations. Et les appels, de ce fait, hein, comme le service est qualitatif, on sent que de plus en plus les gens nous joignent par visio. C'est le moyen par lequel on est le plus sollicité. Pour les personnes aphasiques, il y a des pictogrammes également qui sont développés et qu'on utilise. C'est vraiment un apport très enrichissant. Il y a des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer à l'oral et qui donc substituent leur prise de parole orale par de l'image et des pictos. Ça nous permet quand même de pouvoir vraiment être dans un maximum de recueil d'informations. Très bien, merci pour les précisions. J'ai 2 questions pour la solution Santé BD. La première, c'est est-ce que des personnes concernées participent à la création des fiches et peut-on y participer? Et la deuxième question, avez-vous des outils spécifiques à la surdicécité pour aider les professionnels soignants et les usagers? Alors, pour la première question, effectivement, on travaille systématiquement avec des personnes concernées pour identifier les besoins et ensuite pour vérifier l'accessibilité des bandes dessinées. Donc, par rapport aux besoins, on a particulièrement travaillé sur les sujets de l'audition pour expliquer comment faire de la prévention sur l'audition. Et puis comment protéger ses oreilles du bruit, et puis tout le parcours chez l'ORL. Toutes les bandes dessinées, en fait, elles sont validées à la fois en FALC, mais en même temps relues par des personnes qui ne sont pas lectrices pour être sûres qu'elles comprennent bien les messages. Concernant la surdicécité, on a ce projet de développer des fiches conseils HandiConnect sur ce thème parce qu'on sait qu'il y a un vrai besoin. Donc, on est en train de réunir un groupe de travail. On devrait commencer les travaux en 2024. Très bien, merci. Une autre question pour les UASS. Comment sont prévues les dotations aux UASS? Comment expliquer que parfois les dotations sont inférieures aux besoins? Par exemple, donc là, on a un exemple de Clermont-Ferrand. Voilà, Clermont-Ferrand. Donc, par exemple, pas d'intermédiateur sourd à Clermont-Ferrand, difficile de trouver des médecins signants voulant se former. Enfin, il y a beaucoup de manque par rapport aux préconisations. Oui, alors les EASS sont financés par l'intermédiaire des ARS qui elles-mêmes reçoivent leur fléchage par la Direction générale de l'offre de soins, donc le ministère de la Santé. Le financement se fait sous le titre qui s'appelle Mission d'intérêt général, c'est-à-dire que les ESS ne sont pas censés faire du profit, c'est-à-dire que c'est vraiment une mission d'intérêt général, comme dans son titre. L'enveloppe est attribuée en fonction du nombre de consultations qu'il y a par an. Alors, au départ, c'était les consultations de médecine générale proposées par l'unité. Maintenant, ça a été ouvert et c'est toute l'activité, c'est-à-dire que si des interprètes vont faire une traduction dans une consultation de cardiologie, ça va aussi rentrer dans les statistiques, un entretien avec un psychologue, une intervention d'une assistante sociale, tout ça peut être recensé et il y a un tableau qu'on doit remplir tous les ans qui s'appelle Pyramig. C'est pas comme une pyramide, mais Pyramig, voilà, il y a un acronyme heureux. Voilà, donc on a tout un listing à remplir tous les ans assez conséquent, va-t-on dire, qui prouve, entre guillemets, notre activité. Voilà, donc logiquement, ça devrait être adapté, mais on sait bien que ce n'est pas le cas partout. Et de toute façon, on est toujours en besoin d'avoir plus. Alors pourquoi, plus particulièrement à Clermont-Ferrand, je connais les difficultés. Je ne sais pas pourquoi là-bas c'est plus difficile que comment ils ont monté au départ la répartition. Est-ce que, enfin, des budgets, est-ce que d'emblée ils n'avaient pas prévu d'intermédiateur et après c'est plus compliqué de redemander des choses après, de rembaucher du personnel. Voilà, je ne peux pas répondre particulièrement sur ce cas-là. Après, les gens de Clermont-Ferrand, ils me connaissent, hein, donc s'ils veulent me contacter, ils peuvent sans problème.
En général, quand une unité s'ouvre, ça commence par une demi-MIG. C'est-à-dire, c'est de mémoire 180 000 euros pour un an de fonctionnement, ce qui ne fait pas très lourd vu tout ce que ça coûte. Et puis, quand on passe les 500 interventions par an, on passe à une MIG complète, dont 360 000, et ainsi de suite. Donc, il y a des unités très anciennes qui ont plus d'une MIG, parce qu'ils voient, ils ont une file active tellement importante qui dépasse les 1000 ou peut-être les 2000. Je pense à Paris, Grenoble ou l'unité de Lille, ils ont des milliers de patients à suivre. Voilà. À Annecy, là où je suis, on est à un peu plus de 500. Enfin, non, ce que je dis, on va arriver à un peu moins de 1000. Voilà, mais on a une seule MIG. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment. Alors pourquoi c'est différent? Il faut revoir, mais il faut redemander à chaque fois et ressolliciter l'ARS pour expliquer que voilà, on a dépassé le temps de consultation, qu'on n'a pas assez de ressources humaines et qu'il faut augmenter les budgets. Voilà, c'est comme ça qu'on fait au niveau de son propre hôpital. Voilà. Très bien. Je vois une dernière question pour les UASS et après on clôturera. Donc, comment les UASS sont en lien ou non avec les nouveaux référents handicap mis en place dans les centres hospitaliers? Alors, ça, ce référent handicap de mémoire, c'est un projet aussi qui avait eu au décours du Covid. Enfin, c'était à peu près la même période, même s'il n'y avait pas de lien. Alors, pour chaque unité, je vais être embêté évidemment pour vous répondre parce que je ne suis même pas sûr qu'il y ait des référents handicap dans dans chaque hôpital et notamment dans l'hôpital où il y a une USS. Donc, il n'y a peut-être pas de lien parce que ce référent n'existe pas. En tout cas, pour ce que je peux vous dire pour Annecy, puisque je suis le responsable de l'unité d'accueil de soins des personnes sourdes du 74, on a un lien, on va dire, fonctionnel avec mais le référent handicap, c'est tout handicap confondu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une particularité sur la surdité. Donc parfois, on doit expliquer et éclairer de notre expertise ce référent handicap qui est dédié sur l'établissement, mais qui n'est pas forcément dédié qu'aux patients en plus. Ça peut être aussi un référent handicap dédié pour les professionnels qui travaillent, les gens qui sont en reconversion professionnelle ou les travailleurs handicapés. Voilà, c'est un peu parfois quelque chose qui est très globalisant et c'est pas forcément de l'accès pour le public en situation de handicap. Voilà. Mais oui, le lien, il est là parce que on travaille ensemble comme tous les autres professionnels de l'établissement. Alors après, savoir il y a certainement quelque chose à construire de plus précis avec ce référent handicap et les unités, puisque les UASS font de l'accueil sur des personnes en situation de handicap, mais on voit bien la différence entre quelqu'un qui est polyhandicapé, qui a aucune communication et qui peut pas mouvoir seul son fauteuil, et une personne autonome qui vient chercher de la consultation dans sa langue. Le regard sur soi n'est pas du tout le même, et je suis pas du tout sûr qu'une personne sourde qui n'a pas d'handicap associé se considère comme une personne handicapée. Très bien, merci beaucoup. Il nous restait quelques questions, mais là, il est déjà 19h02, donc je vais clôturer le webinaire. Donc déjà, dans un premier temps, remercier avec vraiment grande force tous les intervenants et les prestataires de mise en accessibilité, même si on a eu un petit souci pendant une petite demi-heure. Voilà, merci à eux, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu se mettre en place. Remercier aussi nos mécènes, la Fondation Handicap Malakoff Humanis, la Fondation OVE, la DGCS, qui nous financent et nous permettent de réaliser ces webinaires. Vous dire que ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube en replay, donc possibilité de regarder à nouveau ce webinaire si vous avez manqué des informations. Vous dire aussi que nous réaliserons un petit document de 3 à 4 pages maximum synthétisant et reprenant toutes les informations qu'on vous donne. Et nous aurons un prochain webinaire, donc le webinaire numéro 4, mi-janvier, peut-être fin janvier, sur
la thématique de l'appareillage. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir. Au revoir.